Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. On nous dit que c'est une révolution politique, que c'est le début d'une nouvelle ère, l'âge d'or de l'Amérique. Et pendant que le monde entier est captivé par l'actualité du jour, en prenant un peu de recul, on réalise qu'on assiste en ce moment à quelque chose de beaucoup plus gros, une transformation profonde de l'ordre mondial. Certains y voient la convulsion terminale d'un empire en déclin, d'autres y voient le renouveau dont l'Amérique avait cruellement besoin. Tout est sur la table, de l'économie à l'immigration, de la politique étrangère au gouvernement lui-même. En fait, c'est plus qu'une révolution, ce sont plutôt 4 grandes révolutions sur différents fronts qui se manifestent simultanément. Ensemble, nous allons identifier et analyser les implications et les motivations derrière chacune de ces 4 révolutions, car depuis le début, les codes et les thèmes cultivés par Trump sont repris dans presque toutes les grandes démocraties du monde. La combativité face aux médias, le nationalisme économique, la dénonciation des élites et la critique du système, c'est toujours une question de temps avant que les slogans et les idées de Trump soient copiés et collés dans des contextes différents. Ainsi, il est plus important que jamais de s'élever au-dessus de la masse pour bien comprendre les fondements philosophiques et politiques qui animent le mouvement. Il sera question de la méthode Trump, des déportations, de Elon Musk et des tarifs. Ce sera aussi l'occasion d'aborder l'enjeu des frontières, de la sécurité, du libre-échange et de la gouvernance en Occident. Ce qu'on observe actuellement serait-il une fenêtre sur l'avenir du monde? Mes amis, voici les révolutions Trump. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Voici quelque chose qui m'est arrivé récemment. Pendant des jours, j'ai été incapable d'ouvrir mes courriels. Après avoir essayé sur mon téléphone puis sur mon ordinateur, j'ai fini par essayer sur une tablette. Et j'ai découvert que c'est parce que j'avais reçu un pourriel tellement rempli de liens et de caractères truqués que ça empêchait littéralement la page de s'afficher. Rien de surprenant. En fait, comme plusieurs d'entre vous, je reçois tellement d'arnaques, de pourriels et de sollicitations commerciales que je prends même plus la peine de créer des comptes quand on me le demande, parce que je sais que systématiquement, mes informations vont être partagées ou vendues contre ma volonté. C'est littéralement une industrie. Les courtiers achètent nos données personnelles et les revendent aux plus offrants sans s'inquiéter de ce qui arrive ensuite. Pour moi, c'est du courrier indésirable à n'en plus finir, mais pour d'autres, ça va jusqu'au vol d'identité ou au partage de données sensibles comme les informations financières ou médicales. Et le pire, c'est qu'il y a des lois pour nous protéger. En théorie, les courtiers sont forcés d'effacer vos données si vous le demandez, mais entre vous et moi, il faudrait d'abord identifier toutes les firmes qui vendent mes informations pour ensuite les contacter et faire les démarches. Et c'est là qu'entre en scène Incogni. J'ai entré mon adresse en 1 seconde. On m'a appris qu'elle figurait dans 37 bases de données commerciales vendues par des courtiers. Incogni a non seulement identifié toutes les firmes, il les a contactées en mon nom pour exiger que mes informations soient retirées. Dans le tableau de bord, je vois l'état des demandes, le niveau de sévérité et tout ce qui était vendu à mon insu. Ça donne presque un frisson de voir des noms d'entreprises que je n'ai jamais vus, jamais autorisés à quoi que ce soit et qui avaient pourtant le nez dans mes affaires. Non seulement Incogni travaille pour vous maintenant, mais il continue de le faire en menant une veille active pour que vous gardiez le contrôle sur vos données. Avec un seul compte, vous pouvez protéger 3 adresses courriel et 3 adresses postales. Encore mieux en utilisant le lien dans la description ou en utilisant le code 7 jours. Vous obtenez un rabais de 60% sur l'abonnement annuel. Si vous n'êtes pas encore convaincu, Incogni est disponible sans engagement pendant 30 jours. Vous pouvez donc l'essayer et vous faire rembourser intégralement sans aucun problème. Commençons avec la question controversée de l'immigration. Il faut reconnaître que l'arrivée de Trump marque un véritable changement de paradigme en matière d'immigration, un durcissement du ton qui se manifeste de multiples manières. Ce que Trump est en train de faire, c'est essentiellement de redéfinir les règles du jeu en matière d'immigration. Depuis des années, entrer aux États-Unis était relativement facile, et ce grâce à un certain laxisme, bien sûr, mais aussi grâce à des politiques ancrées dans le droit international. Demander l'asile et le refuge est considéré comme un droit humain. Ainsi, dans l'époque moderne, les pays développés sont en quelque sorte forcés de traiter toutes les demandes d'asile et d'offrir une tribune légale à ceux qui demandent refuge. C'est un système construit pour répondre aux crises humanitaires, aux guerres, aux famines, aux persécutions ethniques, politiques ou religieuses, en permettant aux gens de se réfugier temporairement dans un pays environnant. Un système fondé sur la bienveillance et la bonne foi. Or, dans plusieurs cas, et un peu partout à travers le monde, ce système pour l'immigration humanitaire a été dénaturé et transformé en trou de verre pour l'immigration économique.
Autrement dit, des migrants qui veulent une vie meilleure, certes pour eux et pour leurs enfants, mais qui ne se qualifient pas nécessairement pour le statut de réfugiés. Ainsi, si plusieurs entrent illégalement, sans notifier les autorités, ceux qui sont interceptés ou qui se présentent à la frontière peuvent tout simplement demander l'asile et souvent rester sur le territoire en attendant que leur demande soit traitée. Le problème, c'est que justement parce que les pays d'accueil veulent être équitables et offrir à tous la chance de présenter et de défendre leur dossier, les instruments légaux dédiés à ce traitement sont souvent saturés et paralysés par des listes d'attente de plusieurs années. Et justement, puisque ce processus est long et laborieux, les pays d'accueil sentent naturellement la responsabilité d'offrir un minimum de ressources et de services pour permettre à ces gens d'attendre la décision dans le dossier. Or, certains ne se présentent jamais à leur entrevue ou refusent tout simplement de partir lorsque sommés. Avec plusieurs années d'attente, il est possible de se marier, d'avoir des enfants qui, par le droit du sol, seront citoyens. Une fois la décision rendue, elle peut toujours être portée en appel, un autre processus extrêmement long. Je sais que c'est tabou et que ça vous fâche rien que d'en parler, mais c'est un problème réel observé partout à travers l'Occident, de la France au Royaume-Uni, à l'Allemagne ou au Canada. Le système d'asile et de refuge a été instrumentalisé par des gens qui sont fondamentalement des immigrants économiques. Quand des gens traversent la planète et changent de continent pour demander l'asile dans des pays spécifiques, force est de reconnaître que le système est détourné à des fins d'immigration, au détriment des véritables réfugiés qui se retrouvent à attendre des années dans l'incertitude. Bien sûr, si j'étais moi-même dans cette situation, je ferais probablement pareil. On veut tous la même chose, la sécurité, un toit sur notre tête, des opportunités pour nous, pour nos enfants. Et c'est pourquoi les pays considérés comme les plus désirables sont sans surprise les plus visés par cette pratique. Les États-Unis ne font pas exception d'ailleurs. Pas moins de 2,6 millions de personnes se trouvent actuellement sur le territoire américain dans l'attente d'une décision sur leur demande d'asile. Plus de 90% de ces demandes seront considérées invalides par les autorités. Or, même si la demande est refusée ou pour d'autres raisons se trouve illégalement sur le territoire, il est surprenamment facile de vivre toute sa vie aux États-Unis sans aucun statut légal. Il n'est pas requis de prouver qu'on est citoyen pour prendre l'avion, pour travailler ou pour avoir un permis de conduire. Pas nécessaire pour acheter une maison, payer des taxes, pour recevoir des bourses d'études ou même opérer une entreprise. Certains États, certaines villes refusent carrément de collaborer avec les autorités frontalières. Bref, c'est un monde complètement différent de ce qu'on connaît au Canada ou en Europe, où vivre de manière clandestine entraîne plus de friction au quotidien. Aux États-Unis, le système s'est adapté à une gigantesque population clandestine qui représente environ 4 à 5% de la main-d'œuvre. Tout ça crée un énorme incitatif à entrer illégalement, surtout quand on considère que le chemin légal peut prendre des années sans aucune garantie. Aujourd'hui, Trump souhaite que l'immigration légale, par les canaux traditionnels, devienne la seule façon viable et réaliste d'entrer aux États-Unis et d'y rester. Trump cherche à créer un environnement légal et réglementaire aussi dissuasif que possible pour l'immigration illégale, et ce, à travers un ensemble de mesures. Déjà, par décret, les gens qui se présentent à la frontière américaine sont repoussés sur le champ, sans qu'on ne permette de demande d'asile. Pour sceller la frontière, un état d'urgence a été déclaré alors que l'armée a été déployée à des endroits stratégiques, pareil du côté mexicain. Souvent impliqués dans le trafic humain vers les États-Unis, les cartels mexicains ont été désignés officiellement comme des organisations terroristes par Washington. Même chose pour le Canada, ouvrant la voie à des opérations ciblées au Mexique. Trump cherche à retirer le droit du sol, à accélérer les déportations et plus largement, à renverser ce qu'il décrit comme une attitude de complaisance générale vis-à-vis de l'immigration illégale. Ceux qui ont un statut temporaire en seront dépouillés par décret administratif et ordonnés de quitter le pays. Ceux qui n'ont aucun statut feront l'objet d'une traque systématique par les autorités. Des vérifications parfois aléatoires, parfois ciblées, dans des entreprises, dans des endroits publics, les transports en commun, les événements sportifs. Le responsable de l'opération ne se cache pas de l'intention de marquer l'imaginaire, de créer un climat anxiogène pour ceux qui se trouvent illégalement sur le territoire, afin non seulement dissuader les nouvelles arrivées, mais surtout de créer des conditions tellement inconfortables, tellement contraignantes qu'une portion non négligeable des immigrants illégaux vont tout simplement quitter et donc se déporter eux-mêmes.
Déjà, le Canada et le Mexique se préparent à des mouvements de population vers leurs frontières, alors que l'administration Trump tente de signer des accords diplomatiques avec des pays tiers pour y relocaliser les migrants expulsés qui ne peuvent pas retourner dans leur pays pour des raisons variées. C'est une avenue récemment explorée par le Royaume-Uni notamment, alors que Londres cherchait à refouler ses demandeurs d'asile au Rwanda. Le raisonnement est relativement simple. Le droit international oblige à offrir un refuge aux demandeurs d'asile. Or, il n'est précisé nulle part que ce refuge doit nécessairement être à l'intérieur du pays qui traite la demande. Il ne faut pas s'étonner que les États songent de plus en plus à ce genre d'acrobatie légale pour limiter les abus dans le système d'asile, le feu combattu par le feu. Les États-Unis ne sont pas seuls dans cette approche. Les Européens qui nous regardent sont à même de constater l'évolution du climat politique en Europe et des attitudes vis-à-vis de l'immigration, tant légale que illégale. Et encore plus, ce à quoi on assiste en ce moment, c'est à une leçon fascinante quant au monde qui nous entoure et à la nature hautement malléable du droit international. La seule véritable autorité, le seul véritable pouvoir dans ce monde, c'est la force brute. On peut parler de droit humain, de convention, de légal ou illégal. La vraie question, c'est qui va faire quoi que ce soit? Personne. Et tant que personne n'empêche un pays de faire ce qu'il veut, que personne ne peut le contraindre ou le dissuader, alors le droit international n'est rien de plus qu'un exercice performatif, symbolique et volontaire. La force brute, la contrainte demeure encore et toujours l'ultime arbitre, le seul baromètre contre lequel on mesure l'autorité d'une loi. Dans le cas des États-Unis, qui va les forcer de respecter à la lettre les droits des réfugiés? Qui va les empêcher physiquement de déterminer les conditions d'accueil sur leur propre territoire? Soyons sérieux. Le droit international ne veut plus rien dire. Si Washington lance ses deux mains en l'air et regarde dans l'autre direction, alors soyez certains que le message sera entendu clairement partout ailleurs, surtout en Europe. Ce message, n'ayez pas peur de gérer vos frontières. L'ONU n'a rien à dire et les États-Unis ne vont certainement pas vous le reprocher. Il s'avère probable que les 4 prochaines années marquent le début d'une nouvelle ère pour la migration humaine, des frontières plus hermétiques, une citoyenneté plus exclusive. Voilà donc la première grande révolution qu'annonce l'arrivée de Trump, celle de l'immigration et de la citoyenneté. Pour la deuxième, on poursuit en politique intérieure alors que Trump promet une rénovation en profondeur du gouvernement américain. C'est le fameux DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale mené par Elon Musk. Je sais que je ne me ferai pas d'amis avec une déclaration de la sorte, mais je crois sincèrement que cette initiative a le potentiel de sauver l'Occident. Laissez-moi expliquer. Le problème auquel veut s'attaquer le DOGE est un problème qui est loin d'être exclusif aux États-Unis, celui de l'englument bureaucratique et réglementaire qui tue l'innovation et nuit à la compétitivité, à force de créer toujours plus de lois et de règlements sans jamais les revisiter ou les désactiver. On se retrouve avec une bureaucratie toujours plus lourde, toujours plus contraignante, et les ressources de la société sont graduellement siphonnées par un gouvernement toujours plus obèse et de moins en moins performant. C'est un problème qui gangrène pratiquement tous les pays développés, particulièrement les démocraties libérales. C'est le Canada, c'est la France, c'est beaucoup de l'Europe en fait, et presque tous les pays anglo-saxons. Tout organisme cherche à grandir, grossir, pour assurer sa survie. C'est vrai en biologie, en affaires, mais aussi en sciences politiques. La trajectoire naturelle de toutes les agences gouvernementales est d'embaucher toujours plus, de contrôler toujours plus d'infrastructures et d'équipements en augmentant à chaque année son budget. À terme, si on refuse de briser le cycle, le résultat est prévisible. L'État accapare toutes les ressources de l'économie, argent et main-d'œuvre, sans même que les services ne soient au rendez-vous. Chers amis, soyons lucides, il semble que l'Occident entier a frappé le mur. Au point où nous en sommes en matière de finances publiques, de fiscalité, de niveau de service, il est intellectuellement embarrassant de prétendre que la solution pour nos gouvernements, c'est de dépenser plus d'argent. Peut-être qu'un jour, en rétrospective, tout ça nous paraîtra évident, qu'une forme d'autorité, de contre-pouvoir était nécessaire pour surveiller le gouvernement et la croissance de ses dépenses. Certes, c'est risqué, la relation entre Elon Musk et Washington est virtuellement destinée à un effondrement spectaculaire, mais si ça fonctionne, si l'exercice s'avère réellement utile pour contrôler la taille de l'État, allouer des ressources à des fonctions plus utiles et surtout alléger le fardeau bureaucratique même par 5 ou 10 %,
alors presque tous les pays développés devront nécessairement faire la même chose, ne serait-ce que pour rester compétitifs au 21e siècle. C'est un commentaire à nuancer, bien sûr, mais sur papier, de manière générale, l'Occident a tout pour réussir. Les meilleures machines, les meilleures usines, les travailleurs les plus éduqués, les plus productifs, les monnaies les plus stables, des économies modernes, de l'infrastructure à n'en plus finir. Et pourtant, dans plusieurs pays, on assiste à une stagnation ou même à un recul du niveau de vie. Il faut nécessairement remettre en cause la manière dont tout ça est administré. Est-ce que l'englument bureaucratique de nos sociétés serait partiellement responsable? C'est la question à laquelle Elon Musk et Donald Trump tenteront de répondre. Et c'est donc la deuxième révolution de l'administration Trump, cette ambitieuse rénovation de l'État américain. La troisième est en politique étrangère. Alors que les États-Unis abandonnent décidément la mondialisation et le multilatéralisme, non pas pour l'isolationnisme, comme l'affirment plusieurs, mais plutôt vers une toute nouvelle doctrine qu'on pourrait baptiser le transactionnalisme. Il serait faux de prétendre que Trump incarne l'isolationnisme aux États-Unis. Le bon terme pour qualifier sa doctrine de politique étrangère serait plutôt transactionnalisme. Parlez-en au Canada, au Panama, au Groenland, à la Chine ou à la Russie. Parlez-en aux alliés de l'OTAN qui se font demander de tripler leur budget militaire. Washington continue de jouer un rôle clé à l'international seulement en fonction de nouveaux paramètres. Chaque échange, chaque relation, chaque interaction sera catégorisée en fonction de ce qu'elle rapporte directement ou indirectement aux États-Unis. Les États-Unis restent ouverts aux alliances, au commerce international, à l'immigration, à condition d'en tirer un dividende. Loin de se retirer du monde, au contraire, Washington utilise plus que jamais son poids et son influence comme levier pour extraire des concessions politiques et commerciales. Exit l'isolationnisme. C'est la naissance du transactionnalisme. Ça marque le début d'une nouvelle ère pour l'ordre mondial, la consécration de la réelle politique, un monde dans lequel l'idéologie a moins d'influence dans le calcul stratégique. Ce qui est fascinant, c'est que pour le moment, les capitales européennes continuent de vivre dans un monde qui n'existe plus, présumant d'une relation privilégiée avec Washington en raison de leur statut de pays libre et démocratique. Le réveil sera brutal. Sur la question de l'OTAN, par exemple, les demandes de Trump sont sans équivoque. Depuis des années, les pays membres devaient dépenser 2% minimum de leur produit intérieur brut pour la défense. Frustré par le laxisme de plusieurs membres, Trump exige maintenant 5%. Soyons clairs, si un pays comme la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni décide de doubler ou de tripler son budget militaire pour atteindre 5% du PIB, il n'aurait plus besoin de l'OTAN. En fait, à 5%, il y a seulement quelques pays d'Europe de l'Est qui n'auraient pas les moyens de soutenir leur propre industrie locale. C'est donc un point tournant pour la sécurité et l'autonomie de l'Europe. En restant dans l'OTAN, ils sont menés par Washington et financent directement l'industrie militaire américaine. En le quittant, ils doivent prendre les choses en main. Et justement, il semble que c'est exactement ce que Trump tente de provoquer. Scénario 1. Les Alliés pèsent 5% presque directement dans l'économie américaine comme un droit de seigneuriage. Scénario 2. Les Alliés claquent la porte de l'OTAN et forment leur propre alliance défensive en Europe, laissant Washington se concentrer sur l'Asie et le Pacifique. Scénario 3. L'OTAN éclate et l'Europe est incapable de s'entendre sur une alternative. Ainsi, l'espace sécuritaire se fracture et se divise, renforçant encore plus la domination américaine. Dans tous les cas, Washington sort gagnant. Et voilà donc la méthode Trump. La géopolitique est un exercice ingrat qui consiste à choisir entre l'indésirable et l'intolérable. Vendre le Groenland est certes indésirable, mais le perdre par la force, sans rien obtenir en retour, est intolérable. Céder aux demandes américaines sur le canal du Panama est indésirable, certes, mais être envahi par les États-Unis est simplement intolérable. Même chose au Canada d'ailleurs. Pour Ottawa, des concessions commerciales et politiques peuvent sembler indésirables. Or, l'annexion ou la fin du libre-échange relève de l'intolérable. Ironiquement, à terme, Trump pourrait s'avérer une bénédiction pour l'Europe. Car depuis le début, l'Union européenne est un projet réactionnaire, comme dans une réaction à la puissance américaine, l'euro, une réaction à l'influence du dollar.
Le tremblement de terre géopolitique auquel on assiste actuellement exige une nouvelle réaction. L'Europe doit voler de ses propres ailes et enfin sortir du parapluie de défense de Washington. Elle doit cesser de regarder de l'autre côté de l'Atlantique pour de la cohésion et du leadership, développer une autonomie stratégique et une véritable capacité de dissuasion qui ne passe plus par l'armée américaine. De la part d'un Canadien, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour assumer le fardeau de la souveraineté, car la passivité entraîne la captivité. Enfin, la quatrième révolution de l'administration Trump, c'est la question des tarifs. Essentiellement, c'est la fin du libre-échange et un artefact du passage au transactionnalisme, sachant très bien que le marché américain est le plus lucratif au monde et qu'il a ainsi une valeur commerciale énorme. Trump déclare qu'il faut maintenant payer un droit d'entrée, un tarif pour y avoir accès. Quand on y pense, la Chine fait déjà la même chose. Sachant que son marché intérieur d'1 milliard de consommateurs a une valeur immense pour les entreprises étrangères, celles-ci sont forcées de plier le genou pour y accéder. Elles doivent céder leur propriété intellectuelle, intégrer des membres du Parti communiste dans le conseil d'administration et pratiquement tenir une entreprise conjointe avec le gouvernement chinois. Tout ça dans un environnement opaque, arbitraire, imprévisible. C'est le prix à payer pour accéder au marché chinois et plusieurs sont ravis de le payer. Et maintenant, le message de Donald Trump, tel qu'énoncé notamment à Davos, a le mérite d'être direct. Si vous venez aux États-Unis, vous pourrez accéder librement au marché le plus dynamique au monde et payer un minimum de taxes. Alors, si vous restez à l'extérieur, il y a maintenant un prix à payer pour toucher le consommateur américain. L'agenda tarifaire de Trump représente beaucoup plus qu'une révolution économique. D'une manière, c'est aussi une révolution politique. Depuis des années, la gestion des affaires économiques était confiée à la bienveillance d'experts technocrates vivant reclus au sommet de la montagne. Trump brise ce code. Pour la première fois depuis longtemps, les fondements de la politique économique sont soumis à l'épreuve démocratique, donc à la volonté populaire, plutôt qu'aux prescriptions d'une élite de sages. Pour le meilleur et pour le pire, le peuple est souverain et libre de voter pour une politique économique radicalement différente, peut-être même nuisible s'il le désire, car au fond, c'est à lui seul de juger. Voilà ce que propose Trump. En prenant un peu de recul, on constate que le message qui est communiqué par la somme des grandes révolutions de Trump, c'est que ce qu'on fait en Occident depuis quelques décennies ne fonctionne plus et que le moment est venu pour une nouvelle approche. On peut disqualifier tout ça comme la convulsion d'un empire en déclin, or ce serait bien naïf. Depuis le début, les codes développés par le mouvement Trump sont exportés à l'étranger avec énormément de succès, alors qu'on a vu dans plusieurs pays la naissance d'une droite populiste et combative, exploitant exactement les mêmes thèmes. Ainsi, nul doute que les révolutions Trump vont se propager beaucoup plus vite qu'on pourrait le croire. Si vous croyez que ce qu'on fait est important ou que vous désirez plus de contenu libre et indépendant, rejoignez nos milliers de membres et débloquez une émission secrète de plus d'1 heure à chaque semaine. On y revient ensemble sur les grands enjeux du monde avec des explications, des analyses, des cartes, bref, la version avancée de 7 jours sur Terre pour moins d'$1 par semaine. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Profitez de l'offre spéciale Incogné en suivant le lien dans la description et utilisez le code 7 jours pour un rabais de 60% sur l'abonnement annuel.